Les personnes les plus riches du monde. Avec une fortune estimée à 227,8 milliards de dollars le 18 janvier par le magazine économique américain Forbes, le PDG de Tesla, Elon Musk, est actuellement l'homme le plus riche du monde. La fortune du milliardaire américain a connu de nombreux rebondissements au cours des dernières années. Elle était estimée à plus de 300 milliards de dollars au début de l'année 2022, avant de retomber à moins de 150 milliards de dollars en janvier 2023. Ces variations s'expliquent par des raisons conjoncturelles, comme la fluctuation de la valeur des actifs financiers, mais également par le rachat par Musk de la plateforme de microblogging Twitter X après des mois de tergiversion. En deuxième position, on retrouve le Français Bernard Arnault, patron du conglomérat de luxe LVMH, qui est également le seul Européen dans le top 10 cette année. Arnault occupait la première position du classement en janvier 2023. Le reste du classement est occupé cette année par des multimilliardaires américains, dont le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, ou encore le cofondateur de Microsoft, Bill Gates. Cette année encore, les femmes n'arrivent que bien plus bas dans le classement. La femme la plus riche du monde, la Française Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal, n'arrive actuellement qu'en 15e position, avec une fortune estimée à 91,1 milliards de dollars US au 18 janvier 2024. Quels pays ont fourni le plus d'aide à l'Ukraine ? Jeudi 1er février, les 27 pays de l'Union européenne se sont finalement accordés sur une nouvelle aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Ce programme de soutien supplémentaire, inclus dans une rallonge du budget de l'UE jusqu'en 2027, était jusque-là bloqué par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Selon le suivi des aides internationales promises à l'Ukraine de l'Institut d'économie de Kiel, la France se classe au 13e rang des pays ou institutions fournissant le plus d'aide en valeur, avec un montant total annoncé d'environ 1,7 milliard d'euros du 24 janvier 2022 au 31 octobre 2023. Au cours de cette période, le soutien officiellement accordé par le gouvernement français a principalement été d'ordre financier, 800 millions d'euros, et militaire, 540 millions. Comme le montre notre graphique, ce sont l'ensemble des institutions de l'Union européenne, auxquelles la France contribue via sa participation au budget de l'UE, qui ont accordé le plus grand soutien à Kiev, avec près de 85 milliards d'euros en incluant les aides financières de la Banque européenne d'investissement. L'UE dépasse ainsi les États-Unis, qui ont fourni 71,5 milliards d'euros d'aide, principalement militaire. Si l'on regarde la contribution rapportée à la taille de l'économie, c'est la Norvège qui arrive en première position, avec un montant accordé qui représentait 1,6% de son PIB au cours de la période étudiée. La Lituanie, 1,4%, et l'Estonie, 1,3%, complètent le podium. En comparaison, l'aide engagée par les États-Unis représentait 0,3% de son important PIB. Pour les pays de l'UE, ces chiffres ne prennent en compte que l'aide bilatérale accordée par chaque pays et excluent leur participation au budget de l'UE. Les œuvres d'art les plus chères jamais vendues. Objet d'art le plus visité de la planète, la Joconde de Léonard de Vinci est très certainement l'œuvre la plus chère au monde. Évaluée à 100 millions de dollars en 1962, soit une fois l'inflation prise en compte, près d'1 milliard de dollars en 2022. Comme le révèle le classement des œuvres d'art les plus chères jamais vendues, cela représente environ le double du montant de la transaction la plus élevée connue sur le marché de l'art, qui concernait elle aussi un tableau du célèbre artiste italien de la Renaissance. Lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Christie's en 2016 à New York, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci s'est vendu 450 millions de dollars, soit plus de 530 millions de dollars en 2022. Il a été révélé que l'acquéreur du tableau était le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Sur le podium des plus grosses ventes, on retrouve Interchange de Willem de Kooning, acheté par le multimilliardaire américain Kenneth Griffin pour 300 millions de dollars en 2015, aujourd'hui 370 millions. Puis Les joueurs de cartes de Paul Cézanne, vendu à la famille royale du Qatar pour 250 millions de dollars en 2011, aujourd'hui plus de 320 millions. La dernière acquisition majeure remonte à mai 2022, lorsque le célèbre portrait de Marilyn Monroe, Shot Sage Blue Marilyn d'Andy Warhol, a été acheté 195 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Les œuvres d'art les plus chères jamais vendues sont toutes des peintures. Du côté des sculptures, la transaction la plus élevée revient à L'homme aux doigts d'Alberto Giacometti, vendu pour 141 millions de dollars en 2015, soit près de 175 millions de dollars en 2022. Les musées les plus visités au monde.
Le Louvre conserve son rang de musée le plus visité au monde. Selon les données du rapport Theme and Museum Index 2022, le dernier en date, l'institution parisienne a accueilli 7,73 millions de visiteurs en 2022, en hausse de 173% par rapport à 2021, 2,83 millions de visiteurs. Le musée parisien, qui abrite de nombreux chefs-d'œuvre, dont la Joconde, devance ainsi les 12 musées de la Cité du Vatican, qui ont reçu plus de 5 millions de visiteurs en 2022. En troisième position des musées les plus visités en 2022, on trouve le Musée d'histoire naturelle de Londres, avec 4,65 millions de visiteurs, soit un peu plus d'un demi-million de plus que le célèbre British Museum, situé lui aussi dans la capitale britannique. Alors que l'Europe et les États-Unis avaient retrouvé environ 70% de leur niveau de fréquentation pré-pandémie cette année-là, les musées asiatiques peinaient encore à attirer de nouveau les visiteurs. Ils n'avaient enregistré que 40% de leur niveau de visiteurs pré-pandémie en 2022. Le Louvre restait toutefois encore assez loin de son record de 2018, où plus de 10 millions de personnes avaient franchi ses portes. La crise du logement social s'aggrave en France. Comme le révèle le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, qui se base sur les enquêtes nationales les plus récentes, 4,2 millions de Français souffrent de mal-logement ou d'absence de logement personnel. Le rapport souligne une aggravation alarmante de la crise du logement et constate que, si l'accès à l'hébergement s'est dégradé si fortement en quelques années, c'est aussi parce que l'accès au logement social a lui aussi connu une chute brutale. Comme l'indique notre graphique, au cours de la décennie écoulée, le nombre de ménages demandeurs de logements sociaux, HLM, a grimpé de plus d'1 million en France, le chiffre étant passé de 1,41 million en 2013 à 2,42 millions en 2022. Dans le même temps, l'offre HLM disponible est globalement restée à un niveau similaire, avec 425 000 logements disponibles recensés en 2022 contre 433 009 ans plus tôt. Dépôt de brevets, les acteurs les plus prolifiques en Europe. Les demandes de brevets déposées en Europe sont en constante augmentation ces dernières années. Entre 2016 et 2022, l'Office européen des brevets, OEB, a enregistré une hausse d'environ 20% des demandes de brevets, avec un record atteint en 2022, année durant laquelle 193 460 ont été recensés, dernière donnée publiée à ce jour. Comme le rapporte l'organisation européenne, cette accélération des demandes de brevets sur le « vieux continent » est principalement tirée par la Chine, plus 168% depuis l'année 2016, et les États-Unis, plus 20%, et elle a été particulièrement forte dans les domaines des technologies numériques, des technologies médicales, ainsi que dans l'industrie des énergies propres. Antibiorésistance. Les superbactéries tuent plus de 30 000 Européens chaque année. D'après la dernière étude sur la mortalité liée à l'antibiorésistance du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les bactéries résistantes aux antibiotiques ont causé le décès d'environ 31 000 à 39 000 personnes chaque année en Europe entre 2016 et 2020. 29 pays étudiés. Les chercheurs européens mettent ainsi en garde sur le danger du recours excessif aux antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire, qui est responsable de l'augmentation des résistances bactériennes aux antibiotiques. Comme le montre notre carte, qui donne une estimation du nombre de décès attribuables aux superbactéries rapportés à la population, la Grèce, l'Italie, la Roumanie et Chypre sont les pays européens les plus gravement touchés par ce fléau, recrudescence des cas de MST en Europe. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC, l'Europe connaît actuellement une recrudescence du nombre de cas de gonorrhée, de chlamydia et de syphilis. Alors que le nombre de cas déclarés de ces infections sexuellement transmissibles avait diminué en 2020, probablement en raison de la difficulté à accéder au dépistage et d'une moindre mixité sociale pendant la pandémie, les chiffres ont recommencé à grimper en 2022. Selon les données de l'ECDC, la chlamydia est la plus répandue des 3 maladies en Europe, avec plus de 216 000 cas confirmés pour la seule année 2022. Cette année-là, c'est le Danemark qui a signalé le plus grand nombre de cas, 708,9 pour 100 000 habitants, suivi de la Norvège, 539,5 pour 100 000, de l'Islande, 492,5, de la Suède, 313,8, et de la Finlande, 303,9. Comme le montre notre infographie, le nombre de cas de syphilis a également augmenté entre 2015 et 2022. Malte présente le taux le plus élevé des pays pour lesquels des données sont disponibles, avec 24,4 cas pour 100 000 habitants en 2022. Les plus grandes économies d'Asie. Comme le montre notre infographie, basée sur les dernières estimations du Fonds monétaire international, l'Indonésie,
pays de près de 279 millions d'habitants, est aujourd'hui la cinquième plus importante économie d'Asie, avec un PIB prévu à 1 540 milliards de dollars US en 2024. Elle est également la 16e économie mondiale et première économie de l'ASEAN, ayant connu une croissance de long terme de 5,3% depuis la crise asiatique de 1997. D'après la Banque mondiale, qui classe l'Indonésie dans la catégorie des prix, pays à revenus intermédiaires, tranche supérieure, le PIB par habitant du pays a également été multiplié par 6 entre 2000 et 2022. Sans surprise, la Chine affiche actuellement le PIB le plus élevé d'Asie, environ 18 560 milliards de dollars attendus cette année. Elle est également la deuxième plus importante économie au monde, derrière les États-Unis, 27 970 milliards de dollars prévus en 2024, alors qu'elle n'était que sixième en 2004. Les dépenses militaires au sein de l'OTAN. L'ancien président des États-Unis et actuel candidat à l'investiture républicaine Donald Trump a suscité de vives critiques après avoir déclaré samedi 10 février lors d'un meeting en Caroline du Sud qu'il ne défendrait pas les membres de l'OTAN qui ne respectent pas l'objectif financier de 2% de leur PIB pour les dépenses militaires, en cas d'attaque russe. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump attaque les membres de l'OTAN. En 2018, il avait déjà reproché à plusieurs d'entre eux de ne pas payer leur juste part en matière de défense. Néanmoins, ces menaces, couplées à la hausse des dépenses militaires russes et chinoises, ont vu un certain nombre d'États augmenter leurs dépenses pour atteindre ou dépasser ce seuil de 2%. Selon les dernières données de l'Alliance publiées en juillet dernier, 11 membres de l'OTAN ont atteint ou dépassé ce niveau. Une liste qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Lituanie et la Roumanie. Bien que l'Allemagne n'a toujours pas atteint le seuil de 2%, elle a également significativement augmenté ses dépenses. Berlin consacrait 1,2% de son PIB à la défense en 2018 et ce chiffre s'élevait à 1,57%, soit plus de 68 milliards de dollars en 2023, ce qui représente le deuxième budget le plus élevé de l'Alliance. La France se classe quant à elle au quatrième rang avec plus de 56 milliards de dollars de dépenses militaires l'année dernière, alors que les États-Unis sont toujours, et de très loin, les plus gros contributeurs avec des dépenses estimées à 860 milliards de dollars, soit 3,5% de leur très gros PIB. Où vivent les plus grandes communautés de la diaspora chinoise ? Il est estimé qu'environ 50 millions de Chinois vivent en dehors des frontières de leur pays, soit l'équivalent de la population de la Corée du Sud ou de l'Espagne. Si la grande majorité d'entre eux ont émigré en Asie du Sud-Est, la diaspora chinoise est disséminée sur tous les continents du globe, constituant un réseau dynamique. Ces Chinois d'outre-mer, Wakiao, comme ils sont appelés en Chine, contribuent à promouvoir la culture chinoise dans le monde et représentent un vecteur important du soft power chinois. Parmi les pays qui accueillent le plus grand nombre d'expatriés chinois, c'est en Indonésie que vit la plus grande communauté de la diaspora chinoise, plus de 10 millions de personnes en 2022, selon les derniers chiffres publiés par le Overseas Community Affairs Council de Taïwan, OCAC. On trouve également une importante communauté chinoise en Thaïlande et en Malaisie, autour de 7 millions d'expatriés. Viennent ensuite les États-Unis, 5,5 millions, Singapour, 3 millions, le Canada, près de 2 millions, et l'Australie, 1,4 million. Un grand nombre des Chinois d'outre-mer, vivant au Canada et en Australie sont issus d'une immigration récente et ne sont arrivés dans ces pays qu'au cours des 20 dernières années. Comme le détaille notre infographie, en France, la communauté des résidents chinois était estimée à 750 000 personnes en 2022, ce qui en fait la diaspora chinoise la plus importante d'Europe, devant les communautés installées au Royaume-Uni, 470 000 personnes, et en Italie, 300 000. Enfin, sur le continent africain, c'est en Afrique du Sud et au Nigeria que l'on trouve le plus grand nombre d'expatriés chinois, soit respectivement 510 000 et 300 000 personnes. Du fait de l'intensification des relations commerciales entre la Chine et l'Afrique, il est estimé que la présence d'immigrants chinois en Afrique a plus que doublé au cours des 2 dernières décennies. L'industrie du transport aérien renoue avec les bénéfices. Après avoir largement laissé derrière elle les turbulences liées à la pandémie de Covid-19, l'industrie mondiale du transport aérien a émergé de la tempête en 2023, renouant avec la rentabilité après 3 années de lourdes pertes. Selon l'Association internationale du transport aérien, IATA, les compagnies aériennes commerciales devraient terminer l'année avec un bénéfice net de 23,3 milliards de dollars, après avoir essuyé des pertes de 3,8 milliards de dollars en 2022,
Des résultats nettement supérieurs aux prévisions d'origine. En décembre de l'année dernière, l'IATA avait prédit que les bénéfices de 2023 seraient très limités, prévoyant un revenu net de seulement 4,7 milliards de dollars pour l'ensemble de l'industrie. Si Willie Walsh, directeur général de l'IATA, a salué la résilience de l'industrie et l'extraordinaire rapidité de son redressement, il a également souligné que la pandémie avait coûté à l'aviation environ 4 années de croissance et que les marges bénéficiaires demeuraient insoutenables. L'IATA s'attend à ce que les revenus de l'industrie atteignent un niveau historique de 964 milliards de dollars en 2024, car 40,1 millions de vols sont prévus pour l'année, soit 1,2 million de vols de plus qu'en 2019, avant la pandémie. Malgré l'amélioration des perspectives, le directeur de l'IATA, M. Walsh, estime que son secteur se trouve dans une situation difficile. Les géants pétroliers encaissent des dizaines de milliards. Le 7 février, le géant pétrolier français Total Energies a annoncé avoir encaissé un bénéfice annuel net de 21,4 milliards de dollars, 19,8 milliards d'euros, en 2023, enregistrant un nouveau record après celui de l'année hors norme 2022. Dans un contexte de baisse des cours du pétrole et du gaz, la multinationale a réussi à augmenter son bénéfice net de 4% par rapport à l'année précédente, en grande partie grâce à la croissance des hydrocarbures, en particulier du gaz naturel liquéfié, GNL, et de l'électricité. Cette performance permet en outre à Total Energies de reprendre la 3e place du classement des majors pétrolières selon les profits réalisés, juste devant la compagnie américaine Chevron, à 20 millions de dollars près. Combien coûte un baril de pétrole ? Le géant pétrolier français Total Energies a annoncé mercredi 7 février avoir réalisé les meilleurs bénéfices de son histoire en 2023, 19,8 milliards d'euros, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Malgré sa diversification dans l'électricité renouvelable, le groupe a été vivement critiqué l'année dernière pour ses investissements dans les énergies fossiles. Comme le montre notre infographie, basée sur les données de l'Agence internationale de l'énergie, IEA, et de l'OPEP, le prix du pétrole s'est effondré durant la première année du coronavirus. Mais en 2021, tant la production que la consommation de pétrole sont revenus à des niveaux similaires de ceux d'avant la pandémie de Covid-19. En conséquence, les prix annuels moyens se sont redressés. En 2022, ils ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près de 10 ans, avant de connaître de nouveau une baisse durant les 6 premiers mois de 2023. En juin 2023, l'Arabie Saoudite a annoncé réduire sa production de pétrole brut, afin d'en faire remonter les prix. Cette réduction est entrée en vigueur en juillet dernier. L'Arabie Saoudite, membre fondateur de l'OPEP, est également le plus grand fournisseur de pétrole du groupe, produisant plus de 10 millions de barils par jour avant de décider de réduire volontairement sa production. Le prix du baril de pétrole avait en effet connu une baisse d'une vingtaine de dollars comparé à l'année 2022. Malgré cela, les prix début 2024 sont légèrement en dessous de la moyenne de l'année dernière. Transport. Le train coûte en moyenne 2 fois plus cher que l'avion en Europe. Le constat n'est pas nouveau, mais il reste plutôt accablant. Même si le train est l'un des modes de transport les moins polluants pour voyager, prendre l'avion coûte bien souvent beaucoup moins cher, même sur des trajets courts. Une tarification qui n'incite pas vraiment à choisir le rail et qui va à contre-courant de l'urgence climatique et de la nécessité de réduire les émissions, dénonce Greenpeace. Comme le montre notre graphique, c'est au Royaume-Uni et en Espagne que l'écart de prix entre les deux moyens de transport est le plus marqué, le billet de train y étant en moyenne 4 fois plus cher que le billet d'avion. En France et en Belgique, pour le même trajet domestique ou européen, voyager en train revient en moyenne 2,6 fois plus cher qu'en avion. Dans les 16 pays étudiés, le rail était en moyenne 2 fois plus coûteux. Seul un pays fait figure d'exception, la Pologne, où prendre le train est globalement moitié moins cher que l'avion. La surpopulation carcérale, un problème persistant en Amérique latine. L'Équateur est en effet actuellement en proie à une vague de violence sans précédent, causée par des gangs de narcotrafiquants. Le pays, actuellement le principal point d'exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie, a récemment connu une escalade de violences liées aux gangs. Entre 2018 et 2023, les assassinats dans les rues d'Équateur ont augmenté de 800%, passant de 6 à 46 pour 100 000 habitants. L'année dernière, près de 8 000 homicides ont été recensés dans le pays. Mais les violences ont atteint leur paroxysme ces derniers jours. Mardi 9 janvier, un groupe d'hommes armés a fait irruption sur un plateau de télévision de la chaîne publique équatorienne TC Télévision et pris les journalistes en otage. Dans les prisons du pays, des mutineries ont également éclaté.
Cette vague de violence sans précédent fait suite aux évasions d'Adolfo Macias, alias Fito, chef du gang Los Chonro, qui compte environ 8000 hommes, dimanche 7 janvier, et de Fabricio Colón Pico, le chef du gang des Los Lobos, quelques jours plus tard. Comme le montre notre infographie, basée sur les données de World Prison Brief, les prisons d'Équateur sont actuellement surpeuplées, elles sont en effet occupées à 112%. Ce phénomène est cependant bien plus prononcé dans un grand nombre de pays d'Amérique latine. 5 pays du continent ont ainsi une population carcérale plus de 2 fois supérieure à la capacité de leurs prisons: le Pérou, 229% d'occupation, le Salvador, 237%, la Bolivie, 264%, le Guatemala, 293%, et Haïti, dont la population carcérale est presque 5 fois supérieure à sa capacité officielle. Le marché mondial de la cocaïne, où est-elle produite et consommée? L'Équateur a plongé lundi 8 janvier dans un conflit armé interne avec les gangs de narcotrafiquants qui a déjà fait au moins 14 morts, selon le dernier bilan communiqué par les autorités. Plusieurs incidents violents secouent le quotidien du pays, tirs en direct sur un plateau de télévision, prise d'otages, évasion de chefs de cartel. L'Équateur, pays sud-américain de 18 millions d'habitants, est en proie à la violence après être devenu un hub central d'exportation de la cocaïne produite dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou, qui concentrent à eux deux autour de 90% de la production mondiale de feuilles de coca. Comme le détaille notre carte, bien que les zones de production se cantonnent au nord-ouest de l'Amérique du Sud, cette drogue est une marchandise mondialisée. Selon l'ONUDC, on assiste ces dernières années à une forte croissance de l'offre à travers le monde, qui s'est accompagnée d'une hausse similaire de la demande. De nombreuses régions affichent ainsi une hausse constante du nombre de consommateurs de cocaïne. Actuellement, il est estimé que plus de 11 millions de personnes consomment de la cocaïne, au moins une fois dans l'année, sur le continent américain, dont près de 5 millions rien qu'aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, le nombre de consommateurs s'élève à plus de 5 millions en Europe, et ce chiffre dépasse les 2 millions respectivement en Afrique et en Asie. Quel pays utilise le plus de pesticides en Europe? Depuis 1990, l'usage des pesticides au niveau mondial a quasiment doublé. Si les ventes de produits phytosanitaires ont augmenté presque partout dans le monde, les hausses les plus fortes ont été enregistrées en Amérique du Sud, en Océanie et en Afrique. Sur le continent européen, le volume utilisé de pesticides se situe à peu près au même niveau qu'il y a 30 ans et peine toujours à diminuer de façon significative. Question sensible du dossier agricole en France, le sujet de la réduction de l'usage des pesticides était jusque-là absent des mesures annoncées par le gouvernement pour apaiser la colère des agriculteurs. En valeur absolue, la France fait partie des 3 plus gros consommateurs européens de pesticides avec l'Espagne et l'Italie. Un chiffre corrélé à la taille de la surface agricole, l'Hexagone possédant la plus vaste de l'Union européenne devant l'Espagne. Si l'on regarde l'utilisation de pesticides ramenés à la surface cultivée, la France se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne. L'agriculture française a utilisé en moyenne 3,7 kg de pesticides par hectare de terre en 2021, selon les données les plus récentes de la FAO, soit un peu plus que la moyenne des 30 pays européens étudiés cette année-là, 3,4 kg par hectare. Comme le montre notre carte, les chiffres varient de plus de 10 kg par hectare aux Pays-Bas, à moins d'1 kg par hectare en Scandinavie et en Roumanie. La nature et les quantités de pesticides utilisés sont très variables selon les types de cultures, c'est pourquoi on observe de grandes différences entre les pays, et également entre les régions d'un même pays. Combien coûte la publicité sur les réseaux sociaux? Plusieurs annonceurs majeurs, comme IBM, Apple et Disney, ont annoncé suspendre leurs activités publicitaires sur X, ex-Twitter, après que le sulfureux patron du réseau social, Elon Musk, a relayé une théorie du complot à caractère antisémite sur la plateforme. Le coût pour 1000 impressions, CPM, de la publicité payante sur X s'est effondré de plus de 75% depuis que le réseau social est passé entre ses mains, tombant à 65 cents en août 2023, contre 5,77 $ en septembre 2022, son niveau le plus bas depuis 3 ans. Comme le montre notre infographie, le CPM de la publicité sur X est nettement inférieur à celui de ses plus grands rivaux des réseaux sociaux, avec une moyenne de seulement 1,20 $ en 2023, de janvier à novembre. À l'autre bout de l'échelle, la publicité sur Instagram et Facebook de Meta coûtait en moyenne 7,17 $ pour 1000 impressions. WhatsApp ne parvient pas à s'imposer aux États-Unis. Comme le détaille notre infographie, qui se base sur des données récoltées par Statista dans le cadre des Consumer Insights,
WhatsApp est très populaire dans un grand nombre des pays étudiés, particulièrement en Afrique du Sud, au Brésil ou au Mexique, où le service de messagerie était régulièrement utilisé par plus de 90% des répondants. En Europe, WhatsApp était également utilisé par une large majorité des personnes interrogées en Allemagne, en Suisse ou au Royaume-Uni, ainsi qu'en France. Nos compatriotes étaient en effet 2/3 à dire s'en servir régulièrement. La plateforme était cependant beaucoup moins populaire aux États-Unis, où les utilisateurs de smartphones disaient lui préférer Facebook Messenger, 81%. Par ailleurs, en Chine, où WhatsApp n'est pas autorisé, 87% des personnes interrogées disaient utiliser le concurrent local WeChat, suivi de Tencent avec 43% et de DingTalk avec 42%. Facebook est encore loin d'être « mort ». Lancé le 4 février 2004 par Mark Zuckerberg et des camarades de l'université Harvard, Facebook fête ses 20 ans cette année. Initialement réservé aux étudiants d'universités américaines, le réseau social s'est ouvert à tous en 2006 avant de devenir un phénomène mondial. Alors que la plateforme est régulièrement utilisée par plus de 80% des adultes âgés de plus de 30 ans, elle ne retient l'attention que de seulement la moitié des jeunes de la génération Z, comme le révèle une étude réalisée dans le cadre des Consumer Insights. À la fin de l'année 2023, Facebook comptait 3,07 milliards d'utilisateurs actifs mensuels à l'échelle mondiale, 107 millions de plus que l'année précédente, dont 2,11 milliards qui se connectent quotidiennement, soit les 2/3 de sa base d'utilisateurs mensuels. Dans le détail, c'est la tranche des utilisateurs âgés de plus de 50 ans qui progresse le plus, à l'image, finalement, de nos sociétés occidentales qui se seniorisent. Après avoir vu son taux de croissance descendre entre plus 1% et plus 3% en glissement annuel au cours de l'année 2022, Facebook affiche un regain de croissance depuis l'année dernière. Au quatrième trimestre 2023, son taux de croissance était remonté à plus 3% pour les utilisateurs actifs mensuels et à plus 6% pour les utilisateurs actifs quotidiens.